Je vous souhaite la bienvenue à tous, comme chaque jeudi. Et aujourd'hui particulièrement, nous sommes heureux d'avoir avec nous Dr Michel Franz Jusmé et Josué Saint-Pierre. Josh, bienvenue à tous. Pasteur Bradel. Et j'aimerais aussi vous présenter un autre invité qui est pasteur lui aussi, c'est le pasteur Esaïe Auguste, qui est le directeur de la jeunesse de l'Union des Antilles et de Guyane française. Il est d'origine guyanaise et étant de passage parmi nous, je l'ai invité à être avec nous et il nous fera part de son expertise et aussi de sa lecture des événements que nous vivons en ce moment. Alors, je rappelle que notre rencontre se fera de manière très précise. Dr Michel a un programme très court avec nous aujourd'hui et nous lui demanderons de nous présenter son sujet de réflexion à tous. Et ensuite, notre frère Franz Jusmé va nous faire une présentation sur la technologie. Et après, nous allons débattre de ce qui a été conçu et nous répondrons à quelques questions qui étaient restées en suspens la semaine dernière et bien entendu, nous profiterons de l'expertise des pasteurs qui sont avec nous en espérant que nous ayons plusieurs qui nous rejoignent encore ce soir comme d'habitude. Donc, Dr Lucius, bonjour, bienvenue et bonne présentation. Bonjour, pasteur Roger, bonjour tout le monde. C'est avec plaisir de vous rejoindre aujourd'hui encore. Même si je vais semer un peu de peur parmi vous, au point de vous faire l'appétit de celle qui mange. Alors, c'est une plaisanterie. Je vais faire deux choses. Je vais partager une information sur un site web et ensuite je vais partager quelques PowerPoints. Alors, je vais commencer par la mise en contexte de ce qui est sur mon site. C'est en anglais. J'aurais pu centrer ma présentation seulement sur ça. C'est marqué, c'est en anglais, c'est marqué usdebtclock.org. Si vous voyez ça, donc on a on partage le même écran. Alors, ce que ça veut dire, c'est l'horloge de la dette des États-Unis d'Amérique. Pourquoi je prends les États-Unis? Parce qu'il y en a un comme ça pour tous les pays. C'est parce que les États-Unis ont occupé une place de choix dans l'ordre mondial dans lequel nous sommes entrés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aucun pays avant les États-Unis n'ont atteint le niveau de production de richesse qui a été généré par ce pays. En partie, largement, je devrais dire, à cause de l'esclavage, le travail gratuit de l'esclavage. Donc, n'oubliez pas, nous sommes dans une ère qui est dominée par l'injustice et l'accumulation des biens matériels, la production de masse et aussi la consommation de masse et l'accumulation de la richesse, la croissance indéfinie, ce sont les principes de base de cet ordre mondial qui est dominé, comme je vous l'ai dit, par les États-Unis au moyen de ce qu'on appelle l'économie monétaire. Alors, je mets un website, vous allez sur ce site, vous regardez, ceux qui comprennent l'anglais, vous allez voir les données. Il y a beaucoup d'informations ici. Je vais juste choisir quelques statistiques. Alors, si vous regardez mon curseur ici, à gauche, en rouge, vous voyez US National Debt. C'est la dette nationale des États-Unis. Vous voyez qu'il bouge. C'est des montants en trillions de dollars. Et vous regardez ici, là où je suis maintenant, c'est marqué dette per citizen. C'est la dette per capita, par citoyen. Combien chaque citoyen américain, aujourd'hui, au moment où nous parlons dans cet endroit-là, c'est-à-dire les gens arrivent parce qu'ils basent sur la croissance économique qui est limitée, donc le mode de vie, on ne va pas s'excuser pour notre mode de vie, il faut vivre, dépenser, accumuler, accumuler. Sauf que, comme je vous le disais la semaine passée, quand je commençais ma classe d'économie au début du trimestre, je me suis mis debout devant mes étudiants. Je leur ai demandé, est-ce qu'ils espéraient que moi, je grandisse par quelques... J'ai exagéré. Est-ce que je vais grandir et doubler ma taille, par exemple? Et tout le monde
s'est mis à rire. On m'a dit non, là, toi, là, tu n'iras nulle part. Donc, ils ont regardé mon profil, ils ont constaté que je ne peux plus grandir. Alors, je leur disais, est-ce que ça peut être vrai pour l'économie d'un pays? Est-ce qu'un pays a suffisamment de ressources pour continuer à croître démographiquement, pour continuer à croître économiquement, sans arriver à un point où cette croissance est plafonnée? C'est un sujet de discussion, de débat. Alors, regardez aux États-Unis, la dette per capita par citoyen est de 91 218 $. Et chaque contribuable doit, en moyenne, ce sont des chiffres moyens, 242 500 $ en moyenne. Chaque personne qui paie la taxe. OK? Alors, vous regardez pourquoi ça monte, ça bouge, c'est parce que, bon, écoutez, sur la dette, il y a les intérêts qui sont calculés. Et les intérêts sont calculés à partir de, pas par jour, pas par année, pas par mois. C'est calculé par nanosecondes. Alors, ça bouge à chaque seconde, ça augmente sans arrêt. Et si vous regardez la partie un petit peu du bilan là, en vert, vous regardez le revenu des États-Unis en vert ici, qu'on appelle US Federal Tax Revenue, puisque l'État reçoit comme revenu principalement la taxe qui est levée des citoyens. Et vous voyez, c'est environ 4 ans. Et le revenu par citoyen aux États-Unis est tombé à 12 000 $. Alors, vous avez par citoyen un revenu de 12 000 et vous avez par citoyen une dette de 91 000. Donc, vous allez payer 91 000 $ avec 12 000 $ de revenu. Encore des valeurs moyennes. Hein. Ça ne veut pas dire que chaque Américain a cette dette-là, ni que chaque Américain a 12 361 $. Parce que je prends l'exemple des États-Unis parce que c'est le plus grand, c'est le pays qui a dominé cet ordre mondial. Encore, je le répète, pas parce que je l'ai détesté, je ne déteste personne. Alors, je dois toujours le dire. Maintenant, vous regardez le revenu total et comparé à la dette totale. Bon, il y a une autre statistique que je vais prendre pour vous permettre de dire ça. Si vous suivez mon curseur ici à la gauche, là, en rouge, si vous suivez cette section-là, dans les années 60, alors cette statistique, ça s'appelle la dette. Ça veut dire quoi? Pour chaque dollar, tu dois payer à peu près 1,25 $. Il y a un pourcentage, 125%, 126%. Et il y a d'autres statistiques qui vous donnent ça à 1,40 $. C'est-à-dire qu'on plonge. En termes de, il y a d'autres statistiques que je ne présente pas ici, mais en termes de revenus, ça n'augmente pas suivant le même rythme de la dette. Donc, les revenus, c'est derrière. Alors, vous regardez ici, là, à droite, ici, actualisé, maintenant, c'est à 1,25, mais vous regardez, en termes réels, c'est à 1,39%. Donc, comment vous payez cette dette-là? Comment vous vous en sortez? Alors, on parle de croissance, vous arrivez à un point où vous plafonnez, et vous ne voulez pas plafonner, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez toutes les tractations possibles, éthiques ou non éthiques, pour aller ramasser les ressources des autres pour pouvoir payer votre dette. On réglera ça dans les débats. Et il y a d'autres statistiques là-dedans. Et je ne veux pas, il y a d'autres statistiques qui m'intéressent, c'est le nombre de personnes qui rentrent en banqueroute, qui n'arrivent pas à payer leurs dettes, qui sont en déficit. Déficit sur le plan individuel, sur le plan des entreprises aussi, c'est effarant dans le pays. Or, les États-Unis citent, si vous voulez, ce qui se passe dans cet ordre économique. Et avec tout cela en tête, où est-ce que nous nous orientons, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est le nouvel ordre mondial. Est-ce que ça va rester comme ça? Et nous savons que non, ça ne restera pas comme ça. Alors, j'ai fait un petit tour, ça, je fais la présentation, je remets ça encore ici. L'ordre mondial tel que vu par l'un des groupes d'intérêt aux États-Unis qu'on appelle le Brookings Institute. Ce sont l'un des groupes d'intérêt. Alors, pour vous donner une idée des groupes d'intérêt aux États-Unis, c'est que d'après une étude réalisée par deux groupes de chercheurs des universités Princeton et l'Université de la Caroline du Nord en 2013, c'est que environ 96 à 97% des décisions qui sont prises par le gouvernement fédéral des États-Unis sont prises dans l'intérêt de ces groupes
d'intérêts. Le Brookings, ce n'est pas le seul groupe d'intérêts, mais il y en a d'autres. Alors, il y a ici une description de l'ordre mondial tel que vu, alors sur le plan économique, hein, je ne vais pas parler sur le plan spirituel et technologique, tel que vu par le Brookings Institute, c'est que ils ont dit, bon, ok, l'ordre économique mondial a survécu à la crise. Alors, il y a 11 points ici, je ne vais pas élaborer là-dessus, je vais passer sur quelques points. OK? Et ils ont vu un pattern de changement. Il y a l'ordre mondial, particulièrement sur le plan du commerce international. Alors, pour comprendre la mise en contexte à la page précédente, il faut comprendre qu'on doit se remettre à l'esprit, disons, que chaque fois qu'on parle d'échanges entre des pays, par exemple, je prends même si la Guadeloupe et la Martinique ne sont pas encore des pays indépendants, mais je prends un exemple de Martiniquais qui achète un ordinateur fabriqué aux États-Unis. Mais pour acheter l'ordinateur fabriqué par un manufacturier américain, il faut aller sur le marché de change, acheter le dollar américain parce que le fabricant américain va vouloir recevoir son paiement en dollars américains. J'aurais pu dire canadien aussi. Mais vous pouvez me dire, mais non, j'ai été au magasin du coin, je l'ai acheté, je n'ai pas été sur le marché change et acheté le dollar américain. C'est parce que quelqu'un l'a fait pour vous. Le commerçant l'a fait à votre place. Et il traduit le prix en monnaie locale, vous ne voyez pas, vous n'avez pas été faire, mais quelqu'un l'a fait. Donc, il y a en quelque sorte, ce que je veux souligner par là, chaque fois qu'on parle de commerce international, il y a deux flux. Il faut mettre en parallèle. Il y a un flux de marchandises et un flux de monnaie. Des monnaies de différents pays qui sont convertis et le marché pour échanger ces monnaies-là s'appelle le marché de change. Et l'ordre international, d'après le Brookings, est en train de changer. Il y a un pattern d'échange dans le commerce international. Il fut un temps où le commerce international était dominé par le plus grand joueur, parce que pour comprendre ça, laissez-moi vous dire ça, on ne peut pas manquer ça dans une présentation comme ça, c'est que à partir, en 1946, un an après la fin de la Deuxième Guerre, les pays qu'on appelle, grosso modo, pays occidentaux, se sont réunis aux États-Unis dans un État qu'on appelle le New Hampshire et à Bretton Woods, New Hampshire, pour redéfinir, si vous voulez, le volet économique de cet ordre mondial. Ils ont décidé de créer deux institutions qu'on connaît sur le nom de l'institution de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et ces deux institutions, la Banque mondiale a la responsabilité de reconstruire l'Europe, qui est dévastée par la guerre, et ensuite d'étendre ces activités de reconstruction dans tous les pays en voie de développement. Donc, c'est d'amener le développement. Le Fonds monétaire international avait la responsabilité de s'assurer que le système monétaire qu'on est en train de mettre en place fonctionne bien et que les pays arrivent à échanger leur monnaie sans pratiquer ce qu'on appelle la dévaluation compétitive. C'est une pratique qui consiste quand je produis beaucoup, je dévalue ma monnaie pour pouvoir vendre beaucoup plus facilement national. Et le Fonds monétaire international est là pour surveiller à tout ça et faciliter aussi l'échange des monnaie. Mais quelle monnaie qu'on a adoptée? Je vais vous faire grâce des détails. Ils vont adopter très rapidement le dollar américain qui va devenir la monnaie du commerce international. Ce que ça veut dire, c'est plusieurs choses. Un, c'est que les États-Unis maintenant, puisqu'il y a un principe de base dans l'émission monétaire, c'est que chaque fois que vous mettez une quantité de monnaie en circulation, il faut qu'il y ait dans votre économie une quantité proportionnelle de production pour supporter cette monnaie-là. Et quand vous n'avez pas carrément une accumulation d'or, vous supportez la masse monétaire que vous mettez en circulation. Maintenant, les États-Unis, dans cet ordre mondial, n'avaient pas à se soumettre à cette règle-là. Pourquoi? Parce que les États-Unis contrôlent ces institutions-là et avec les Européens, les deux, on contrôle ça. Donc, on va émettre le dollar et le dollar va être la monnaie du monde. Donc, comme ça, les États-Unis ne sont plus limités dans la quantité de monnaie qu'ils peuvent imprimer et mettre en circulation parce que le reste du monde va garder ses réserves de change en dollars. Donc, on peut imprimer
alors il y a un débat, si vous suivez les nouvelles aux États-Unis, il faut augmenter le niveau de la dette chaque année, on imprime, on émet des bons du trésor, bon, voilà, je vous ai montré la dernière fois, et les autres pays vont acheter puisque c'est la monnaie de sûreté, c'est la monnaie de change international. Maintenant, c'est en train de changer. Comment c'est en train de changer? Regardez au point 4 ici, d'après Brookings, qui sont des groupes qui sont spécialisés avec les études avancées, ils disent, même s'il y a des problèmes que le BRICS, vous voyez un mot ici, BRICS, c'est un sigle qui signifie, le B signifie Brésil, le R signifie Russie, le I signifie l'Inde, c'est la première lettre de l'Inde, le C c'est pour la Chine et le S c'est pour l'Afrique du Sud. C'est South Africa, c'est la première lettre, c'est S. Donc, ces pays-là ont formé un groupe, ils ont dit, écoutez, nous représentons 53% de la population du monde, nous produisons à peu près 25 à 30% de la richesse de la planète, nous ne pouvons pas laisser tout ça dominer par un seul pays, ou avec ces vassaux qu'on appelle le monde libre. Et ces pays-là ont formé le BRICS. Et ils ont créé une banque pour faciliter des échanges entre eux. En sorte que le Brésil, qui est membre de ce groupe, et l'Inde, qui est membre de ce groupe, les deux pays, ou bien, si vous voulez, les 5 pays peuvent échanger des biens et services entre eux sans utiliser le dollar. En sorte que l'hégémonie du dollar est en train de tomber, venir, et aussi, si l'hégémonie du dollar tombe, la puissance qui est derrière va faire face à la compétition. Il y aura des difficultés à venir en termes de capacité de domination, parce que quand on parle d'hégémonie en anglais, il y a ce qu'on appelle hegemon. J'ai traduit brièvement en anglais, fait une traduction libre, je ne sais même pas si le mot hégémon existe en français, vous me direz après. Oui. Alors, ils ont dit qu'il y a des problèmes à venir. Donc, au point 7, vous voyez que pour résoudre ces problèmes-là, cette compétition, l'usage de la force est sur la table. Il faut un peu utiliser. Et il faut définir de nouvelles règles, des nouvelles règles de guerre. Donc, une des règles de guerre, il y en a plusieurs, mais une que j'amène ici, c'est ce qu'on appelle le nouveau droit d'ingérence humanitaire. Donc, je peux décider que Saddam Hussein ne se comporte pas bien avec son peuple et je suis en droit d'aller le déloger et je prends le contrôle de son pays. C'est ce qu'on appelle le nouveau droit d'ingérence humanitaire. C'est la redéfinition de nouvelles règles de guerre et c'est la guerre pareille, mais je peux placer l'embargo, je peux mettre des sanctions. Ce sont une sanction économique, c'est une mesure de guerre. Un embargo, c'est une mesure de guerre. L'intervention, carrément, il faut redéfinir tout ça parce que c'est par ce moyen-là que nous allons garder notre domination. Il y a un nouveau jeu en géopolitique. Donc, il faut passer d'un ordre mondial, dominer, parce que n'oubliez pas qu'il y a 3 piliers dans cet ordre mondial dans lequel nous sommes. Il y a 3 piliers. Il y a un pilier qu'on appelle le culturel, et au sein de la culture, on retrouve tout ce qu'il y a des croyances religieuses, des choses comme ça. Il faut accepter une croyance. Si vous ne croyez pas comme moi, vous êtes un démon, et puis la permission de vous faire ce que je veux. Alors, il y a cette idéologie. À un certain moment donné, il y avait les protestants, les catholiques qui se battaient. Donc, il y a une composante idéologique au sein de la culture, des croyances, un système de croyances, donc, qui est bien coordonné, bien mis en place, bien surveillé aussi. Deuxièmement, il y a un mode d'organisation sociale, l'organisation sociale au sein duquel on retrouve l'économie. Donc, il faut promouvoir l'économie de marché, il faut faire croire aux gens qui sont libres d'interagir. Ce sont des consommateurs et des producteurs qui librement décident quoi produire, quand produire, comment produire et qui va avoir ce qui est produit. C'est comme ça qu'on va définir l'efficience. Donc, c'est un mode d'organisation sociale basé sur ça, les croyances, un modèle économique et en même temps un modèle politique. Et le modèle politique, vous avez constaté depuis toujours, le secteur mondial insiste, si vous voulez, ce qu'on appelle les valeurs démocratiques. Mais sauf que aujourd'hui, il n'y a plus personne qui
qui va accepter ce qu'on appelle souvent la démocratie. Peut-être qu'un jour, on reviendra là-dessus. Donc, tout ça, ce sont des mécanismes de fonctionnement du système et ces fonctionnements-là sont mis en doute. Là, je mets une image que je vais commenter très brièvement. On s'oriente maintenant vers un changement de ce que je viens de décrire, cet ordre mondial vers un nouvel ordre. Et dans le nouvel ordre, depuis 1980, après la chute de l'implosion, si vous voulez, de l'Union soviétique, tout le monde pense, bon, c'est l'empire du mal, ils ne croyaient pas comme nous. Donc, c'est une question de la domination de nos valeurs chrétiennes, etc., nos valeurs culturelles. Et maintenant, on va avoir un nouvel ordre mondial. Ici, on va avoir quelqu'un à la tête, c'est ce qu'on appelle la cybernétique. Ne vous effrayez pas pour le mot. La cybernétique, c'est un système qui fonctionne comme notre corps, comme je l'ai défini déjà. Alors, le corps, il y a un cerveau central qui va se passer à Washington et tout le reste du monde va obéir à ce système-là. Donc, le contrôle va être centralisé par ce qu'on appelle un hégémon, quelqu'un qui exerce l'hégémonie, et on le définit comme tel. On le sait que c'est les États-Unis. Bon, en 2007, il y a eu une interruption. L'interruption qu'il y avait en 2007, c'est qu'il y avait une réunion de planification, une réunion sur la sécurité en Europe. Si vous avez le temps, vous comprenez l'anglais, vous pouvez aller sur YouTube et taper ce lien-là. Il y a un monsieur qui est arrivé qui a joué le rôle de trouble-fait. Il s'appelle le président Poutine, qui est arrivé et qui a dit, écoutez, moi, je ne vais pas me soumettre à cette cybernétique qui se met en place. Il y a un cerveau central qui commande tout le monde. Nous avons nos traditions, nos valeurs. Nous n'allons pas renoncer à cela. Et moi, je mets devant vous, je ne vais pas utiliser le langage feutré de la diplomatie. Nous nous orientons vers un monde, pas ce monde unipolaire de cet ordre mondial que vous voulez redéfinir. Donc, moi, je ne vais pas entrer là-dedans. Nous devons nous orienter vers un monde multipolaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la doctrine Primakov, du nom de l'ancien Premier ministre russe. C'est sa doctrine que le monde fonctionne mieux parce qu'on a le choix, chacun a le choix de s'organiser suivant sa culture, ses croyances. Vous appelez quelque chose dictature, moi, si c'est ce que je trouve approprié pour ma société, vous n'avez rien à dire. Vous appliquez quelque chose qu'on appelle démocratie, si c'est ça qui est plus approprié pour votre société, je n'ai rien à dire. Vous comprenez? C'est votre mode d'organisation. Alors, le nouvel ordre mondial, donc, c'est un ordre multipolaire pour vous faire partager avec vous ce qui s'est passé hier, mercredi 30 mars. Hier, mercredi 30 mars, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, se sont rencontrés. Et l'objet de leur présentation, c'est ce que je mets pour discuter des lignes de fonctionnement d'un monde multipolaire. C'est la multipolarité qui va être un monde de justice et un monde démocratique. Démocratique, ça ne veut pas dire appliquer le modèle américain partout, appliquer le modèle français partout. Chacun a son modèle. C'est ça la démocratie en plein état. J'ai le droit de m'organiser. La démocratie, c'est mon mode d'organisation, c'est mon mode d'organisation, ton mode d'organisation, c'est ton mode d'organisation. Et pour ceux qui sont, je vais parler davantage de cette réunion, et je mets en lien pour vous ici l'article que vous pouvez lire. C'est un article en anglais. Bon, mais si vous lisez l'anglais, on n'a pas besoin de parler anglais. Si vous lisez l'anglais, vous allez voir. Et la déclaration conjointe des deux ministres à la fin de leur réunion hier, de voisins, de puissance, cette déclaration est en ligne avec ce qu'on appelle le changement d'air. Un changement d'air du zodiaque. Je pense que je mentionne le zodiaque, ne vous effrayez pas. Le zodiaque n'est pas satanique. C'est la science de nos ancêtres depuis l'Égypte, mais que l'Occident nous a appris à dire, bon, mais c'est du satanisme, c'est pas le satanisme. Alors, dont ils discutent là est en ligne avec les caractéristiques de ce qu'on appelle le changement d'air sur le cercle du zodiaque, où on va passer, ici, si vous voyez mon slide, sur le plan économique, la distribution économique, l'organisation économique. Je ne dis pas que ce n'est pas une prophétie, hein, c'est juste une analyse académique. Je ne connais pas ça comme vérité absolue. Où maintenant, on est dans l'ère du poisson,
depuis à peu près 2100 années, et on passe à, à l'ère du verset. Alors, si vous avez grandi dans l'église comme moi, dans les classes qu'on appelle MV ou bien Pathfinder, vous avez appris à lire les constellations, il y avait des réunions, on passe la nuit dehors, mais sauf qu'on le fait machinalement, on ne connaît pas la signification et l'interaction que les constellations exercent sur nous et sur la nature. Donc, on n'étudie pas ces choses-là, en sorte que cette configuration astronomique a des significations astrologiques. L'astronomie, c'est l'étude la structure des astres. Et l'astrologie, c'est l'impact des astres sur nos corps. Pour ceux même qui sont biblistes, ils savent très bien que les corps célestes ont été créés pour interagir avec nous. C'est très clair dans le livre de la Genèse. Alors, je mets ça. Il y a peut-être une autre présentation qu'il faudrait faire sur les caractéristiques détaillées de l'âge du Verseau dans lequel nous sommes en train d'entrer. Nous sommes en train de passer de l'âge. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, peut-être qu'il faut faire une petite recherche personnelle. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, vous n'allez pas pouvoir comprendre l'Apocalypse. C'est une hypothèse que j'avance, je mets ça sur la table de départ. Et il faut comprendre ces choses-là pour comprendre l'Apocalypse. Sans ces choses-là, on ne comprendra pas l'Apocalypse. Surtout le chapitre 4 ou le chapitre 18 d'Apocalypse, on ne comprendra pas. Alors, je mets ces figures, ça c'est pour le débat ultérieur. Mais je peux cesser le partage, je pense que j'ai assez parlé. Bien, merci, docteur Michel. Je rappelle que le thème d'aujourd'hui est un thème que vous avez vu dans l'annonce, comment faire face au nouvel ordre mondial. Et j'espère que vous avez bien suivi cette présentation qui s'adressait plutôt aux esprits ouverts sur l'économie. Et c'est un peu normal puisque docteur Michel est professeur d'université, il s'occupe de gestion, il enseigne l'économie et aussi l'histoire. Maintenant, nous allons passer. Alors, docteur Michel, il y a quelques questions pour vous, mais nous allons les garder après la présentation de notre ami Franz. J'appelle Franz Jusmé, qui est ingénieur en informatique, qui traite des questions liées à l'intelligence artificielle et qui aussi chef d'entreprise. Nous l'accueillons pour qu'il nous parle de l'impact de la technologie dans le cadre du nouvel ordre mondial. Bonsoir à tous. Merci, Pasteur Guy Rouget, pour cette invitation, cette nouvelle invitation. Effectivement, j'étais là la semaine dernière dans la session précédente et on a eu d'intéressantes discussions et d'échanges. Et donc, aujourd'hui, on va donc continuer avec ce même sujet et on va donc aborder l'aspect technologique. Donc, on va voir donc qu'il y a un nouvel ordre technologique qui est en train de se préparer. Il y aurait beaucoup à dire, mais j'ai décidé de parler de la monnaie numérique, de l'identité numérique, de la biotechnologie, de la réalité virtuelle, de la robotisation des réseaux, de l'intelligence artificielle et de l'ordinateur quantique pour terminer. Donc, ça fait beaucoup, mais je vais essayer de bien résumer de manière à ce qu'en peu de temps, on puisse bien comprendre ces enjeux-là. On va commencer par la monnaie numérique, donc la crypto-monnaie. Il faut savoir que, comme Dr Michel l'a dit, les échanges commerciaux se font sur la base de monnaie fiduciaire, hein, et donc normalement du dollar. Depuis quelque temps, il y a des crypto-monnaies qui ont été fabriquées et mises en place. Tout le monde a entendu parler du Bitcoin. Ce sont des monnaies qui ne sont pas étatiques. C'est-à-dire que le Bitcoin, par exemple, n'est pas adossé à un État ou à une monnaie internationale. D'accord? Donc, cette monnaie-là se suffit à elle-même. Donc, n'importe qui, dans n'importe quel État, peut acquérir des bitcoins et donc faire des échanges commerciaux en bitcoin. OK? Il y a aussi des monnaies numériques fabriquées par les États, par exemple le yuan numérique, qui est une monnaie chinoise, donc qui permet déjà à la Chine de faire des échanges commerciaux internationaux, donc et aussi local et national par le biais de cette monnaie-là. Donc, c'est une technologie qui commence vraiment à entrer un peu partout dans le monde.
surtout dans les pays où il y a une instabilité financière, comme les pays africains. Il y a beaucoup d'Africains qui font donc de l'acquisition de monnaie numérique et qui donc peuvent faire des échanges commerciaux avec cette monnaie numérique. Bien entendu, je serai ouvert à répondre à toutes les questions que vous aurez sur ce thème-là. Je ne vais pas aller en profondeur, je fais donc des résumés pour que vous puissiez comprendre les enjeux qui s'opposent à nous. Il y a aussi l'identité numérique. Et maintenant, les grands pays industrialisés utilisent des passeports qu'on appelle des passeports biométriques. Bio, c'est la vie, hein. Ça veut dire que ces passeports-là ont des puces électroniques qui contiennent des indicateurs biométriques, donc qui sont des indicateurs uniques à chaque être humain. Ces passeports, ces cartes d'identité, donc, ne sont pas a priori piratables, sauf si vous faites cloner la puce qui est à l'intérieur, mais la clé de cette puce-là n'est connue que par les gouvernements qui produisent ces pièces d'identité. Et donc là, on ouvre donc une boîte au Pandore où nous sommes en train de mettre des données biométriques, des données uniques qui appartiennent à nos corps dans une pièce d'identité qui, pour l'instant, elle n'est pas numérique, mais qui pourrait le devenir. On l'a vu avec le pass sanitaire et le pass vaccinal, etc., que cette identité-là peut être stockée sur un smartphone. Et aussi, il y a aussi la biotechnologie. Nous sommes en train d'entrer dans une ère de biotechnologie. Il y a la société américaine Neuralink qui est en train de préparer un implant. Cet implant-là va donc permettre de relier le cerveau humain avec le monde, le réseau informatique. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre son téléphone, d'aller sur Google, de chercher ce que veut dire biotechnologie, on n'a qu'à imaginer qu'on va sur Google, et bien automatiquement, l'implant va le détecter, il va donc communiquer avec le réseau et il va donc ouvrir un flux réseau qui va donc faire cette recherche et on va donc avoir à disposition instantanément la réponse à la question qu'on se posait. Vous comprenez, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit où vous êtes, vous avez donc une connexion Internet qui est dédiée, qui est directement dans votre cerveau grâce à l'implant, mais aussi avec, ça ouvre toutes les possibilités que nous connaissons. Et quand on a entendu parler de piratage informatique, donc là, quelqu'un pourra donc pirater votre cerveau et donc vous faire des suggestions que vous qui n'aimiez pas le vert, que désormais vous aimez le vert. Hein, vous qui ne pouviez pas supporter telle spiritualité, ben maintenant vous la supportez. Vous qui n'aimiez pas tel gouvernement, ben maintenant vous l'aimez. Donc, ce sont des dérives possibles de la biotechnologie. On peut aussi parler de l'exosquelette qui va permettre à un être humain de pouvoir marcher sans faire d'effort. C'est-à-dire qu'avec ça, vous allez pouvoir travailler comme un esclave. Vous allez pouvoir travailler 24 heures sur 24 parce que l'exosquelette, vous n'aurez qu'à penser, il va faire les efforts pour vous. Que vous soyez handicapé ou non, ça ne pose pas de problème. Il suffit que vous imaginez que vous levez le bras, il va lever le bras. Vous imaginez que vous avancez, il avance. Donc, c'est ce qu'on appelle un exosquelette. Et bien sûr, la biotechnologie est présente dans divers domaines de la vie. J'ai décidé de n'aborder que ces deux-là. Bien sûr, lors des échanges, nous pourrons aborder d'autres aspects de la biotechnologie. Aussi, la réalité virtuelle fera partie du nouvel ordre mondial. Depuis une dizaine d'années, il y a pas mal de centres qui ont ouvert donc la possibilité, comme des musées, pour que les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller visiter les objets qui sont présentés dans le musée puissent le faire à distance. Donc. Et donc maintenant, avec les casques VR, on appelle ça les casques VR, des virtual reality, je veux dire réalité virtuelle, on pourra vraiment agir en parfaite interactivité. C'est-à-dire que quand votre tête se dirige tout droit, vous allez voir ce qui est à droite. Quand vous tournez la tête à gauche,
vous allez voir ce qui est à gauche et à droite, etc., en haut, etc. Et donc, vous allez voir votre corps se matérialiser dans un univers qui est entièrement virtuel. Cela veut dire que si vous regardez votre montre, votre main, vous pouvez ne pas avoir de montre, mais vous pourrez voir que vous avez une montre à la main. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un habillage sur la réalité. On a connu cette même technologie à l'époque de l'escrutation vidéo, dans les journaux télé, par exemple. Avant, quand on regardait un journal télévisé, on voyait une personne parler, mais on ne pouvait pas voir d'écrit sur la personne qui parlait. Après, ils ont inventé l'incrustation vidéo qui permettait d'afficher des textes qui va au-dessus de la vidéo. Mais là, on va beaucoup plus loin. Hein? Donc, on peut habiller quelque chose sur la réalité avec tous les travers que cela représente. Évidemment, vous pouvez être sur un toit, vous êtes en train de marcher, on vous projette que vous êtes sur une route et vous marchez et vous arrivez à la fin du toit et vous tombez, vous faites une chute de 30 mètres, mais vous n'allez pas vous rendre compte parce que l'image qu'on a projetée au-dessus de la réalité est une image qui est complètement virtuelle. Donc, actuellement là, il y a un nouvel Internet qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle le métavers, qui est la contraction donc, entre méta et univers. Donc déjà, univers, c'est quelque chose d'absolument gigantesque. Et là, on adjoint le mot méta à univers. Donc, c'est le futur de l'Internet, donc qui va donc permettre à tout un chacun d'accéder à un nouveau monde virtuel où les biens pourront s'échanger dans ce monde virtuel. Par exemple, il y a des stars qui ont acheté des maisons dans un métavers, par exemple. Eh bien, une fois que cette star-là achète cette maison, bien, toutes les terres qui sont dans cet univers virtuel deviennent extrêmement coûteuses parce que tout le monde a envie d'aller habiter auprès d'une star. Et comme dans la vie réelle, on ne peut pas s'acheter une maison auprès de cette star-là, mais dans le métavers, on a donc cette possibilité. Et comme il y a donc la spéculation, donc c'est exactement le même principe que le docteur Michel expliquait au niveau de l'économie réelle. Donc il y a donc cette spéculation qui va faire donc grimper les prix de ces objets virtuels dans la réalité virtuelle. Et donc, il faut savoir aussi que cette réalité virtuelle a des revers, parce que les Japonais, les Asiatiques qui en sont de grands fans de cette réalité virtuelle subissent certaines fois des crises d'épilepsie parce que le cerveau reçoit un certain nombre d'informations qu'il n'a pas été habitué à voir et donc des informations qui ne correspondent pas à la réalité aussi. Et donc, tout ça peut poser un certain nombre de problèmes. Et la réalité virtuelle est très utilisée aussi pour les jeux. Donc, au lieu de voir qu'on est en train de manipuler un personnage dans le jeu vidéo, on devient le personnage lui-même de cette réalité virtuelle. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes psychologiques. Il y a donc de nouveaux centres de traitement qui s'ouvrent pour soigner les personnes qui sont victimes des effets de cette réalité virtuelle qui n'en est qu'à son début. La robotisation aussi va inonder notre nouvel ordre mondial. Les robots deviennent de plus en plus humains, entre guillemets, parce que grâce à l'intelligence artificielle, ils sont capables de penser, de réfléchir, de poser des questions, de comprendre et de trouver des solutions, tout comme un être humain, d'accord? Et avec aussi le progrès en termes de revêtement, on est capable de leur mettre des peaux artificielles qui ressemblent à s'y méprendre à la peau humaine. Et on a développé un certain nombre de micromoteurs sur le visage parce qu'en anatomie, le visage d'un être humain a énormément de muscles qui permettent de réaliser un certain nombre d'expressions. Et donc, il est essentiel d'avoir tous ces micromoteurs-là pour pouvoir
reproduire l'expression humaine. C'est extrêmement compliqué. Et donc, ils ont fait pas mal de recherches et donc, ils arrivent à reproduire, pour l'instant, de manière assez bien réussie, l'expression du visage humain. Et lorsque ces robots humanoïdes auront fusionné avec l'intelligence artificielle, ça va être extrêmement compliqué de différencier un robot à un être humain, tellement les avancées technologiques vont loin. Actuellement là, au Japon et en Chine, où il y a des problèmes de démographie, hein, la population commence à vieillir, et surtout en Chine, où il y a eu la politique de l'enfant unique, et donc qui a poussé à procéder à des avortements pour les bébés-filles, parce que les garçons avaient plus de débouchés. Donc, on se retrouve avec une société où il y a plus de garçons que de filles. Donc, il devient nécessaire de créer des robots féminins pour accompagner cette population qui est en difficulté par rapport à ses besoins naturels. Et tous les moyens de transport deviendront autonomes aussi, de la voiture autonome en passant par les avions qui ont été parmi les premiers à s'automatiser. Parce que faut savoir que quand vous prenez l'avion, les phases qui sont généralement allouées à l'humain sont les phases de décollage et d'atterrissage. Après, toutes les voies que l'avion doit emprunter peuvent être guidées directement par l'intelligence embarquée de l'avion. Donc, il est capable de faire tout le trajet en totale autonomie. Au niveau des trains aussi, on a par exemple en France des lignes à Paris, je crois que la ligne 10, je pense, est autonome. Et les TGV aussi suivront avec cette autonomie. Et il y a aussi une nouvelle technologie que l'on appelle l'Hyperloop, qui est sur cette image. C'est un moyen de transport révolutionnaire qui va permettre d'atteindre des vitesses pratiquement de vaisseau spatial, et donc de faire des distances comme Paris-Lyon en une dizaine de minutes. Je ne sais pas si vous voyez la distance, hein. En TGV, on le fait en plus de 2 heures. Et donc, lorsque vous allez appeler quelqu'un pour lui dire que vous venez, la personne n'aura même pas le temps de faire un café, et que vous serez déjà arrivé à Lyon en partant de Paris. Donc, ce sont des nouveaux moyens de communication. Donc, inutile de vous dire qu'à cette vitesse-là, à plusieurs centaines de kilomètres heure, entre 600 et 1200 kilomètres heure, à cette vitesse-là, il n'y a pas d'humain à bord, hein, qui contrôle. Et donc, ces machines-là seront dans des environnements sous vide, où il n'y aura donc pas de frottement avec l'air, pour permettre d'atteindre ces vitesses vertigineuses. On aura aussi de nouveaux réseaux, la 5G qui est en cours de déploiement et la 6G qui est en cours de préparation, et donc permettront à toutes ces machines donc, de communiquer à très très haut débit. Donc, inutile de vous dire qu'une machine qui vole à 600 et 800 km/h, ce n'est pas une petite connexion RTC ou ADSL qui va suffire pour toutes les personnes qui seront à bord, qui auront pendant ces 10 minutes-là l'envie de regarder les chaînes d'information, faire des visios, etc., etc. Donc, il faudra que le débit suive, et les réseaux que nous avons actuellement sont déjà en souffrance. Il n'y a qu'à voir, hein, lorsqu'il y a par exemple des événements compliqués, quand vous essayez de passer des appels, vous n'avez pas de réseau parce qu'il y a trop de monde, le réseau est sursaturé parce qu'il n'a pas été dimensionné pour une population aussi massive. Et donc, lorsqu'on va ajouter toutes les voitures autonomes, les drones, etc., ils auront tous besoin de réseaux. Inutile de vous dire qu'il faudra de nouveaux réseaux pour la communication de tout ça. Et donc, les réseaux 5G et bientôt 6G ont vocation à répondre à toutes ces demandes. L'intelligence artificielle, nous avons touché un mot déjà. C'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est la capacité qu'a une machine de mimer l'intelligence humaine. L'intelligence humaine a la capacité d'apprendre
et de répondre à des problèmes nouveaux. C'est-à-dire que lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, à des problématiques, nous réfléchissons, nous utilisons les connaissances que nous avions auparavant pour donc répondre à cette problématique et donc trouver une solution. Ah ben, les machines aussi, elles sont capables d'apprendre grâce à des réseaux de neurones virtuels, exactement comme nous l'avons dans le cerveau humain. Et donc, ça leur permet donc de pouvoir emmagasiner des connaissances, donc de la data, et donc de pouvoir schématiser ces données-là, et donc poser le problème et trouver la solution elle-même. C'est donc cette intelligence artificielle qui sera donc mise à profit dans les moyens de transport intelligents et qui va donc pouvoir trouver des solutions à des problèmes comme un humain qui arrive, qui n'était pas prévu, il arrive, voilà, il a un comportement bizarre. Et donc, qu'est-ce que la voiture doit faire? Ben, la voiture ne va pas demander à un humain qu'est-ce que je vais faire. Elle va analyser la situation et elle prendra la meilleure décision qui soit pour tout le monde. Et donc, ça, c'est l'intelligence artificielle donc, qui permet d'ores et déjà de faire tout cela. Eh bien, tout cela, ça demande aussi une puissance informatique qui devient de plus en plus nécessaire. Et l'ordinateur tel que nous connaissons, l'informatique telle que nous la connaissons, ne suffisent pas pour répondre à tous ces besoins parce que le temps de traitement devient trop long. On a connu dans les années 80 des ordinateurs qui ne faisaient même pas 1 MHz. Aujourd'hui, nous avons des ordinateurs qui tournent à plusieurs gigahertz. Et malgré tout, même en faisant des réseaux d'ordinateurs qui tournent à plusieurs gigahertz, eh bien, on n'a pas suffisamment de puissance. Donc, on a donc inventé l'ordinateur quantique qui va donc utiliser directement les principes des lois physiques quantiques pour résoudre des équations. Donc, nous connaissons un petit peu le binaire hein, dans l'informatique, c'est deux états, l'état 1 et 0, ce qui est avec l'intrication quantique et la physique quantique. Un élément peut être dans deux états au même moment, tout comme un élément quantique peut prendre deux voies en même temps. Ce sont des choses qui défient un petit peu l'entendement humain parce que nous ne sommes pas habitués avec ces technologies-là, mais elles existent bel et bien et elles seront dans notre futur. Donc, nous devons dès maintenant commencer à les apprivoiser, à comprendre comment tout cela fonctionne. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire rapidement en résumé hein, de l'aspect technologique du nouvel ordre mondial. Je suis ouvert à vos questions. Merci Franz pour cette présentation. Nous sommes très heureux de pouvoir avoir Franz avec nous dans la mesure où il s'occupe aussi de la technologie des voitures connectées, ce qui veut dire qu'il est de plein pied dans l'exposé qu'il vient de nous faire. Nous rappelons qu'il s'agit d'un thème important, comment faire face au nouvel ordre mondial. Docteur Louis Sius nous a présenté les aspects politiques et socio-économiques et nous voulons profiter de la présence du directeur de jeunesse de l'Union à qui une question a déjà été adressée sur YouTube. Puisque la question est très simple, je voudrais savoir, est-ce que partie de cette réalité que l'Église peut mettre partie de cette réalité en œuvre pour atteindre les jeunes pour l'étude de la Bible? Alors, pasteur Isaïe Auguste, premièrement, quel est votre sentiment après avoir entendu ces deux exposés? Et ensuite, comment réagissez-vous à la question qui est posée? Alors, déjà, merci Guy de m'avoir invité à participer à cette très belle rencontre. Les deux exposés étaient très édifiants parce que, effectivement, je n'ai pas caché à Guy pour tout vous dire mon scepticisme, mais bon, ma retenue par rapport à ce sujet, nouvel ordre mondial, et la manière dont les choses ont été abordées et les précisions qui ont été données et les études qui sont faites, cette nouvelle approche, effectivement, m'encourage davantage à considérer ce thème qui
qui me paraît pertinent sur la base des deux présentations qui ont été faites. Donc, je remercie déjà les deux intervenants. Bien sûr, par rapport à la jeunesse aujourd'hui et à la manière de l'accompagner dans l'étude, en utilisant les différents supports, les réseaux. Bien sûr, on est ouvert et intéressé par tout cela. Et notamment l'apport qui vient d'être fait il y a un instant par France, je pense qu'il y a matière à y réfléchir, à développer et adapter ce qu'il a présenté par rapport à ces défis qui nous attendent en lien avec la mission que Dieu nous a confiée pour toucher cette jeunesse qui est résolument connectée. Alors, est-ce qu'il y a un vrai projet qui permettrait à la jeunesse de se connecter à ces réseaux pour une meilleure appréhension des connaissances en matière biblique? Le projet, il est là, on y réfléchit et c'est ce type d'apport, notamment l'apport de France là, qui donne d'autres perspectives pour pouvoir résolument, je le disais, permettre aux jeunes de se connecter à Christ en étant connectés effectivement au réseau et à ces nouvelles technologies. Bien sûr, nous y travaillons et merci pour cette précision. Alors, docteur Michel, suite à ton exposé, nous avons retenu un certain nombre de choses et une question est montée à l'esprit. Qu'adviendrait-il au monde si le dollar devait perdre son hégémonie et laisser la place à un autre système économique? Le dollar ne va pas disparaître au demain matin. Son influence va diminuer progressivement. Qu'est-ce qui va arriver? Je me rappelle, j'avais fait une présentation à une conférence internationale et les économistes qui étaient là me demandaient poser la question concernant la liquidité qui est nécessaire pour faciliter les flux. Mais il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens maintenant. Il y a le cryptocurrency qui arrive. Et la monnaie même, l'avenir de la monnaie est en question. La monnaie est en train de changer de statut. Donc, ce nous appelons monnaie maintenant, le papier-monnaie, qui n'a aucune valeur intrinsèque d'ailleurs, qui est justement un morceau de papier que nous acceptons par décret de gouvernement. Alors, plus l'échiquier mondial change, plus le statut de cette monnaie-là va changer aussi. C'est ce qu'on appelle en anglais de fiat money. Fiat, ça n'a aucune valeur intrinsèque. La confiance des gens, n'oubliez pas le système occidental, le système de notre marché est basé sur la confiance. Si la confiance des gens se déplace, dire, écoutez, on va utiliser l'or comme ça a été le cas dans le passé, l'or va redevenir le moyen par lequel on échange des biens ici. Si on décide c'est le Bitcoin, c'est Ethereum, ça va être ça. Et déjà, le crypto, ce qu'on appelle crypto-monnaie, a eu ça, tout son essor grâce à la perte de confiance dans le système de gouvernement, le système bancaire. C'est ce qui favorise, entre autres choses, l'essor de crypto-monnaie. Donc, la liquidité va être assurée par d'autres moyens. S'il n'y a plus de dollars, plus d'euros. D'ailleurs, laisse-moi le dire en passant, je n'ai jamais vu des systèmes agir contre leurs propres intérêts comme ça se passe maintenant. Quand vous prenez des sanctions, vous dites, écoutez, vous n'avez pas le droit d'utiliser mon dollar, je vais geler les avoirs en dollars ou en euros, vous êtes en train d'inciter les autres à ne plus avoir confiance dans cette monnaie-là. Et quand on perd confiance, on cherche des moyens alternatifs. Regardez le système d'échange international, ça se fait par le SWIFT. Mais ils ont expulsé un grand exportateur de matières premières comme la Russie. Et la Chine, depuis 2014, en voyant les sanctions, ça a été déjà sur la table, la Chine a déjà mis en place son système. La Chine a créé non seulement ce système-là, mais a créé aussi son propre pétro-yen. Et les Russes, le président russe l'a déclaré, il a parlé au chancelier allemand hier, à partir de ce vendredi, vous me payez dans ma monnaie. Je n'accepte plus de dollars ni d'euros. Il y a des monnaies. Parce qu'on était dans un ordre mondial dominé par un hégémon, sa monnaie était partout. Et si le monde est multipolaire, on aura une multiplicité de monnaies. D'ailleurs, on a ce qu'on appelle un panier de monnaies. Et le yen est là-dedans, le rouble est là-dedans, l'euro est là-dedans. On choisit dans le panier. Et n'oubliez pas, chaque fois qu'on utilise la monnaie de notre pays, on supporte ce pays-là. Or, ce sont ces pays-là même, l'Union européenne,
les pays de l'Union européenne, les États-Unis, qui travaillent contre leurs propres intérêts. Ça, je n'ai jamais vu ça. Je me demande, est-ce que nous arrivons à un point, ça c'est la spéculation, ce n'est pas des faits là. Est-ce que les gens commencent à perdre leur sens? Oui, mais alors, docteur, il y a un souci quand même, parce que dans la réalité que nous vivons, on parle de nouvel ordre mondial sur le plan économique, sur le plan religieux, sur le plan... D'ailleurs, je donnais quelques indications concernant les modifications sur le plan religieux dans le cadre du nouvel ordre mondial. Mais j'ai une question. Dans le cas de la chute du dollar, même si elle n'est pas immédiate, mais il semble que c'est prédit que les banques feront faillite, que le conseil qui est donné aujourd'hui aux consommateurs, c'est de s'arranger pour avoir des réserves en dehors des banques. Est-ce que tout cela peut provoquer une guerre nucléaire et peut-être une extension de ce monde? On est plus proche de minuit qu'on n'a jamais été dans l'histoire. On parle de minuit nucléaire. Les pays occidentaux sont en train de jouer avec le feu. Là, vous arrivez à un pays de la même façon que ces pays-là se sont défendus. Ce pays a dit, moi, je me regroupe, je me donne les moyens de défense de mon peuple et de mes ressources. Et dans le nouvel ordre mondial qui arrive, même si on parle d'un ordre de justice, d'un retour à des modes de connexion avec le Créateur, avec l'infini, je devrais dire, il ne faut pas avoir peur de ça, parce que c'est qu'on était là avant. Hein. Le christianisme, l'islam, ça a été créé quoi récemment. Hein. Avant, et n'oubliez pas, la science européenne même nous dit que l'homme noir a été là 8000 ans avant les Européens. Or, moi, je suis un créationniste jusqu'à maintenant. Et je ne suis pas un athée, je suis un créationniste. Si l'homme a été créé et que les premiers hommes créés qui marchaient sur Terre étaient noirs et qu'il y avait un créateur, ou bien des créateurs, comme nous dit la Genèse. Donc, ça veut dire que l'homme noir sait comment se connecter avec le créateur. Déjà, avant que l'homme occidental ait créé ses modes de connexion. Bon, alors, ça, c'est un autre fait. Sur le plan économique aussi, parce que la pensée, cette pensée-là, influence l'économie. Sur le plan économique, la monnaie est en train de changer de statut. Et c'est très, très important. On ne risque pas, d'après mon estimation, de faire face à des problèmes de liquidité. Et le système bancaire est fragile. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si ça se passe ainsi en France, en Guadeloupe, en Martinique. L'un des principes du système bancaire, c'est qu'il y avait la monnaie, vous voyez, il y a un marché de monnaie, et dans tout marché, il y a l'offre, il y a la demande. Qui offre la monnaie au Canada, là où je suis, les citoyens, les individus comme nous sommes les grands pourvoyeurs de monnaie au système, par le système bancaire. Ce que le système bancaire, en réalité, doit faire, écoutez, il dit, écoutez, puisque vous mettez votre monnaie à ma disposition, je vais vous donner une récompense qui vous permette, puisque la monnaie que vous déposez à la banque, que vous épargnez, vous auriez pu la dépenser maintenant. Mais vous avez différé votre décision de consommation pour offrir cette monnaie au système. Alors le système a dit, je vais vous récompenser, et la récompense, je vais vous payer intérêt, et l'intérêt que je vous paye doit être au-dessus de l'inflation. C'est très, très important. Si l'intérêt qu'on vous paye sur votre monnaie n'est pas au-dessus de l'inflation, donc vous vous appauvrissez. La banque va dire, écoutez, je vous donne, le taux d'inflation est 1%, je prends des chiffres comme ça, 1%, bon, moi je vous donne 2%, et je vais utiliser votre monnaie, je vais faire des prêts aux investisseurs, je vais les charger 4%, les 2% qui restent, je paye mes employés, le loyer et tout. Donc ça marche comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive dans le système bancaire? On vous fait payer pour avoir un compte en banque. Je ne sais pas si ça se passe chez vous comme ici, parce que vous payez ce qu'on appelle des frais bancaires pour votre compte. Et les intérêts qu'on vous donne, c'est des pennies. Et si vous regardez les dépenses, ce qu'on vous donne et ce qu'on prend de vous pour avoir un compte en banque, en réalité, le système est en train de voler votre monnaie et votre pouvoir d'achat. Donc, on est dans un système en réalité qu'on appelle un système dysfonctionnel. Ça ne fonctionne même plus. Docteur, il y a une question qui nous a été présentée par les internautes la semaine dernière. Merci de parler des conditions politiques et économiques avant la guerre en Ukraine. D'un mot, est-ce que vous pouvez résumer la situation pour qu'on puisse comprendre la différence qu'il y a entre ce mouvement qui a précédé la guerre en Ukraine et l'actuelle situation que nous vivons au quotidien? Il y a beaucoup à dire. Que premièrement, l'Ukraine, si on retourne vers le 7e siècle, l'Ukraine a été formée tout le nord, le sud,
l'Est de l'Ukraine, tout ça, c'est des territoires russes qui ont été coupés par différents gouvernements pour former l'Ukraine dans un souci de fraternité parce que c'est le même peuple, si vous lisez bien leur histoire, c'est le même peuple, on va partager, bon, qui là, jusqu'à ce que, si j'avance très vite, jusqu'à Hitler, a constaté cette vaste terre fertile et a décidé, bon, qu'il fallait occuper l'Union soviétique parce que l'Union soviétique a été créée par les bolcheviks et l'Ukraine est entrée dans l'Union en 1922 et les nazis ont dit, bon, on va acquérir cette vaste terre fertile pour le bon peuple allemand. Ils ont créé, si vous voulez, sur le terrain, un réseau de gens sympathiques. Ils ont vendu leur idéologie, si vous voulez, sur le terrain, au point qu'ils ont créé un mouvement nationaliste ukrainien qui était inféodé au nazisme. Et ce mouvement-là a été opposé à l'Union soviétique. Au tout commencement de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont même commencé à se tourner contre leurs propres cousins, les Russes. Ils ont assassiné en général, il y avait une très bonne renommée, général Vatutin. Ils ont commencé à faire des atrocités, mais finalement, Staline était tellement intéressé à gagner la guerre qu'il a pu signer une entente avec les nationalistes, une partie des nationalistes. Ils ont combattu Hitler ensemble et ils ont vaincu. Et il y avait même un autre général russe qui était de cette partie-là, qui était Ivan Konets, qui commandait le front sud pour entrer à Berlin, pour occuper Berlin. Ils étaient ensemble, mais l'idéologie naziste est restée. Et il y avait 3 grands groupes donc, qui s'étaient formés, inféodés aux nazis. Il y avait un groupe qui s'était féodé à un leader qu'on appelle le Bandera, et c'est ceux qu'on appelle les bandéristes aujourd'hui, et qui étaient des collaborateurs avec Hitler. Et au fur et à mesure du temps, écoutez, l'Ukraine était un pays industrialisé au temps de son appartenance à l'Union soviétique. C'est un pays développé. Là. Toute l'industrie lourde soviétique se trouvait dans la partie Est, et une bonne partie de la production agricole, tout ça, des mines de charbon, tout ça, c'était dans la région du Don, ce qu'on appelle le Donbass aujourd'hui. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que à partir de l'entrée, si vous voulez, à partir de 1991, pour supporter leur ambition de contrôler le monde, l'Occident, les États-Unis, la France et les autres, ils vont encourager justement l'expansion de ces néo-nazis. Au point qu'on va avoir aujourd'hui les bandéristes, on va avoir ce qu'on appelle le right sector, qui est la partie politique, et on va avoir le bataillon Azov, qui sont inféodés, qui sont entraînés par les Occidentaux pour chasser, pour retirer, si vous voulez, pour retirer toute trace de ce qu'il y a de russe en Ukraine. Et ensuite, à moyen terme, faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Voilà. Faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN et réaliser la politique de containment. Franz va m'aider avec le mot juste. C'est-à-dire compléter l'encerclement de la Russie et mettre la Russie à genoux et prendre contrôle de ses vastes ressources. C'est un pays qui a tout. Le vaste agricole, l'or, le diamant, le charbon, des vastes réserves de gaz, d'oil et tout ça. Donc, c'est compléter ça et démanteler et diviser la Russie en différents petits États qui ne peuvent pas se défendre. Alors, c'est ça ce qui existait avant. Alors, les Ukrainiens, ce qui est arrivé à partir de 1991, vous savez, les grandes entreprises appartenaient à l'État. Et vous retrouvez les citoyens corrompus à partir de l'implosion de l'Union soviétique, qui vont mettre la main pour une bouchée de pain sur l'ensemble des richesses de l'État. Ils vont s'enrichir et c'est ce qu'on va appeler les oligarques. Ils sont inféodés à des intérêts occidentaux qui sont à Washington, à Paris, à Berlin. Ils sont extrêmement riches et supportés et utilisés par les Occidentaux justement pour réaliser cette politique d'encerclement et de contrôle pour assurer l'hégémonie du bloc. Alors, en sorte que les Russes disent que l'OTAN, c'est un instrument de la politique étrangère des États-Unis, et les États-Unis le savent très bien, ils ne disent d'ailleurs pas, ils ne disent même pas le contraire. Ils ne contestent pas ça. Donc, alors, c'est ça qui va arriver à l'Ukraine. Alors, je sais que je fais un résumé très succinct, et qui fait qu'on va avoir ces gens-là qui ne veulent plus négocier parce qu'ils sont contrôlés par des intérêts financiers occidentaux
Ils ne veulent plus faire de négociations, ils oublient la fraternité, ils sont disposés à tuer. Mais n'oubliez pas, je dis un dernier mot sur les bandéristes, les nazis inféodés à l'Occident aujourd'hui, c'est que ces gens-là, ce qu'on appelle le bataillon Azov, les bandéristes, ils sont coupables. Et même les nazis qui étaient des criminels étaient choqués par le niveau de criminalité de ces gens au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont assassiné des Polonais, ils ont massacré, assassiné, enterré vivants des Juifs, ils ont massacré aussi des Russes. C'est des gens, écoutez, il ne faut pas associer à la population ukrainienne. La population ukrainienne, des gens citoyens normaux, c'est une chose. Mais ces groupes d'intérêts très méchants, très vulgaires, très sanguinaires, il faut vraiment les considérer pour ce qu'ils sont. Voilà. Il y a une question d'internaute qui s'adresse à vous tous, particulièrement au pasteur, à Josué, qui a certainement un mot à dire dessus. C'est cette question bien particulière. La manifestation de Daniel 2,44 ne nous permet-elle pas de comprendre ce qui se passe maintenant de la transmission de la force de l'URSS à l'Europe pour accomplir cette prophétie concernant l'euro? J'avoue que j'ai eu du mal à comprendre cette question, mais en essayant de la cerner, j'ai l'impression que cette personne se réfère au verset qui dit que dans le temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et dans la statue de Daniel, il est question de cette petite pierre qui frappe les pieds de la statue pour instaurer un royaume éternel. Alors, en quoi cette situation pourrait-elle interférer concernant l'euro? Ça, je ne sais pas. Peut-être que les économistes et les biblistes qui sont ici pourraient répondre à cette question, auquel cas nous passerons à une autre. Peut-être que le mot était tronqué, que la personne voulait écrire Europe. C'est ça à quoi j'ai pensé aussi. Si vous avez pensé à ça, cela veut dire que vous avez compris la question et que vous allez pouvoir nous donner une réponse rapide, je dis bien. Hein. Revenons à cette question particulière. Je crois que nous avions dit la dernière fois déjà concernant cet aspect-là, hein. Il n'y aura plus de superpuissance, on va dire, mondiale, compte tenu de la prophétie de Daniel 2. Et le verset 44 dit que nous parle de 4 grandes puissances, grands royaumes. Et maintenant, le royaume qui doit être placé, c'est Dieu qui va établir son royaume. Par rapport à cela, l'Europe, effectivement, en parallèle, s'il faut considérer la question sous cet angle, hein, l'Europe veut effectivement s'unifier, mais Daniel 2, 40, 41 déjà dit qu'ils vont chercher par s'unir par des alliances humaines, mais ils ne seront jamais unis. Donc, il n'y aura jamais une superpuissance européenne qui va contrecarrer les choses. Donc, je pense que l'internaute voulait pour réagir par rapport à cela. Donc, ici, on n'a rien à craindre, dirais-je, dans ce sens-là. Maintenant, s'il faut considérer les choses sous d'autres angles, c'est vrai que c'est important et ça suscite la réflexion compte tenu des présentations qui ont été faites, qui ont été vraiment de très belles présentations. En relation avec ces présentations, il y a une question qui revient. Pourquoi Poutine demande-t-il de payer la Russie en roubles pour ces différentes transactions? C'est une question simple. Hein. Nous l'avons vu dans la présentation de Dr Michel. À partir du moment où il est question d'hégémonie sur le plan économique et qu'il y a des personnes qui refusent cette hégémonie et cherchent absolument à se démarquer de ce qui se fait, alors on peut comprendre que M. Poutine, qui refuse ce nouvel ordre mondial à l'occidental, et surtout dans la guerre où il y a des sanctions économiques, et je pense que pour se dédouaner de tout cela, il demande maintenant qu'on le paye en roubles, ce qui ne sera pas sans conséquence sur l'économie mondiale. France a levé la main, et il peut prendre la parole. Je voulais ajouter que j'avais traité cette question-là la semaine dernière, où j'avais montré le cours du rouble. Depuis que les sanctions ont été prononcées, il y avait une chute vertigineuse et que ça faisait partie de la stratégie de la Russie parce que les sanctions ont commencé à être prises déjà depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée. Et donc, ces sanctions-là
avait eu pour effet de commencer à fléchir le cours du rouble, mais pas de manière aussi nette. Et les dernières sanctions qui ont été prises par les Occidentaux ont donc causé une chute nette du rouble. Et donc, la Russie a donc réagi. Donc, la demande de paiement en rouble est une réaction directe à ces sanctions parce qu'en fait, cela va obliger les Occidentaux à acheter du rouble sur les marchés internationaux pour pouvoir payer le gaz et d'autres ressources énergétiques. Et donc, cette obligation a même, dès cette annonce, a permis au rouble de reprendre des couleurs à tel point que le rouble a un cours actuellement qui est supérieur à celui qu'il était avant l'invasion de l'Ukraine. Donc, alors que même les paiements n'ont même pas encore commencé, mais uniquement l'effet que ça a eu sur les marchés internationaux a déjà porté fruit. Et donc, il n'est même pas utile de dire ce que cela va être dans les prochains mois, lorsque les Occidentaux se retrouveront donc obligés de faire l'acquisition de roubles sur les marchés pour pouvoir acheter de l'énergie dont ils ont un besoin vital pour leur économie. Voilà. Oui, alors on peut bien comprendre ce que cela représente, mais ceci engendre une question supplémentaire, une question un peu bizarre d'ailleurs. Et si Poutine décède, y aura-t-il le chaos? La nature a horreur du vide. Donc, Poutine n'est pas seul dans le BRICS déjà, sinon on ne prend que ça. J'avais montré une carte aussi la semaine dernière où on voyait qu'il y a un grand nombre de pays qui n'avaient pas voté la résolution à l'ONU qui se proposait de condamner Poutine. Et tous ces pays-là ont des problèmes avec l'hégémonie américaine. Donc, Poutine, pour l'instant, est la tête de proue, mais il y a aussi le président chinois qui, lui, a fait un certain nombre d'investissements dans les nouvelles routes de la soie, etc., et qui est promu à remplacer les Américains. Donc, Poutine n'a pas vocation à être numéro un à moyen terme. Donc, si Poutine devait s'en aller, je pense que le contrepoids sera maintenu par les autres membres du BRICS. Et nous signalons qu'aucun homme est éternel, qu'aucun royaume ne peut s'établir ad vitam. Si M. Poutine venait à décéder, ce que certains souhaitent, et puisque cela a été même discuté à l'échelle internationale dans certains cercles politiques, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura toujours un leader pour prendre la relève et mener le combat. Alors, Josué avait levé la main. Oui, pasteur Roger, merci de relever. Je ne sais pas pourquoi elle ne reste pas, mais bon, c'est pas grave. En fait, je voudrais faire intervenir sur 2 points. D'abord, c'est sur le cadre dans lequel on pourrait situer les événements qui se passent actuellement. Je pense que si on tient compte du fait que aujourd'hui nous lisons la Bible dans le sens sinistroverse, pardon, c'est-à-dire de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, alors que l'hébreu se lit dans le sens sinistroverse, d'extroverse, pardon, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. On pourrait se dire que finalement, la portion du livre de Daniel qui est d'actualité serait plus la portion du petit livre ouvert qui était réservé pour les temps de la fin dans Daniel 12, versets 40 à 45. Et je pense que ce qui se joue maintenant, ce serait plutôt cette guerre qui se joue entre le roi du Nord et le roi du Sud. Et donc, Daniel 2 viendra, c'est sûr que Daniel 2 arrivera, mais si on le prend dans le bon sens, alors Daniel 11, 40 à 45 va se situer avant Daniel 2. C'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose que je voudrais dire, mais elle s'adresse particulièrement aux pasteurs responsables de la jeunesse. Alors, je ne sais pas la nature des projets qui sont en cours pour encourager la jeunesse à étudier les Écritures et avoir une meilleure compréhension et un meilleur ancrage pour les préparer à ce qui vient. Je constate simplement que tant sur le plan économique, sur le plan de tout ce qui nous est proposé à travers l'IA, les nouvelles technologies, ma question est de savoir est-ce que finalement le projet, tous les projets qui peuvent s'articuler autour des nouvelles technologies n'enfonceraient pas le clou et ne les prépareraient pas plus à entrer dans le nouvel ordre mondial qu'à en sortir.
Parce que si je me réfère au titre de la présentation, c'est plutôt comment faire contre le nouvel ordre mondial. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour en sortir? Et donc, je voudrais simplement dire que oui, je suis d'accord pour que les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut pas c'est incontournable. Mais finalement, moi, j'ai été jeune. Je n'aimais pas lire. Seulement, des années d'études de la parole de Dieu m'ont attaché au livre, c'est-à-dire le papier. Et est-ce que finalement, ce serait pas mieux de les encourager à retourner à la Bible, le papier, et à cet élément-là qui, pour moi, a un impact tant sur le plan intellectuel que spirituel? C'est une question intéressante, mais je rappelle que le titre est « Comment faire face au nouvel ordre mondial ». Il n'est pas question d'être contre le nouvel ordre mondial, mais je vais laisser la réponse à Pasteur Esaïe Auguste. C'est clair qu'aujourd'hui, plus que jamais, revenir au papier stricto sensus pour le jeune qui vit au XXIe siècle, tout est connecté, tout, voilà, le téléphone portable, c'est le prolongement de la main. Tout ça, c'est compliqué. Un autre élément qui me semble important, ce n'est pas tant, je suis d'accord vraiment à éveiller les consciences, à accompagner dans une étude approfondie afin que le jeune ait des outils, des éléments pour pouvoir se positionner. Mais au-delà du papier, que ce soit sur support numérique ou sur support papier, l'essentiel, c'est de permettre aux jeunes de l'accompagner de telle manière à ce qu'ils vivent une expérience avec Dieu au travers de l'étude de sa parole, que ce soit sur un support numérique ou un support papier. Et c'est ça le vrai défi. Il y a tellement de distractions aujourd'hui qui empêchent aux jeunes de manière générale de savourer, d'expérimenter qui est Dieu et de pouvoir en témoigner après. La plupart des études, que ce soit de Value Genesis, que ce soit quelles que soient les études qui sont faites dans ce domaine-là, les jeunes en relation avec Dieu, avec la foi, montrent que ça passe par une expérience que le jeune fait avec Dieu. Pas simplement par une simple étude biblique, même si c'est important et c'est fondamental, mais notre mission est de les accompagner au travers de projets concrets, pratiques, qui visent et pertinents, qui visent à aider l'autre, qui visent à apporter un soutien à l'autre, notamment dans le domaine social. Et ces projets-là parlent davantage aux jeunes, c'est ce que disent les études, et leur permet, dans cette pratique d'aide et d'accompagnement, dans des projets pertinents, d'expérimenter aussi Dieu dans ce qu'ils apportent aux autres. Et dans cette expérience pratique, ils sont à même, à ce moment-là, de pouvoir témoigner de qui est Dieu. Et à partir du moment qu'ils ont expérimenté Dieu dans leur vie et sa puissance de leur vie, qu'ils sont à même de témoigner, on va encore plus loin avec eux dans l'étude peut-être plus approfondie de la parole de Dieu. Pasteur Auguste, dans l'Union des Antilles et Guyane française, est-ce que vous avez déjà fait une étude, Value Genesis, qui permette de manière adaptée, localisée, de découvrir les besoins des jeunes en matière de connaissance de Dieu à travers les moyens technologiques ou les autres situations qui ont été décrites? Malheureusement, pas au niveau des Antilles-Guyane, mais au niveau de l'Europe, puisque Value Genesis a été faite déjà en Europe et aux États-Unis. Donc, il y a une nouvelle étude qui va être faite, je crois, c'est en 2023 ou 2024, si je ne m'abuse. On essaiera d'inclure les Antilles par rapport à leurs particularités. Mais l'idée, effectivement, c'est d'avoir ce type d'études-là et de proposer des approches concrètes qui leur permettent effectivement d'expérimenter davantage Dieu. Mais le jeune, il expérimente Dieu lorsqu'il est dans l'action, lorsqu'il est dans un projet concret qui vise à aider l'autre, à être à l'écoute de l'autre lorsqu'il est en action, pas simplement lorsqu'il est en réflexion autour d'un texte tel qu'il soit. Alors, Franz, il y a une question qui ne cesse de circuler en ce moment et qui commence par comment. Comment la monnaie numérique peut-elle s'installer dans le système actuel à l'échelle mondiale et devenir la tête de pont du nouvel ordre mondial? La question est comment? Oui, c'est une excellente question.
et tous les ingrédients sont déjà là. Il suffit de prendre comme exemple la Chine. J'étais en Chine en 2019, justement, lorsque la pandémie s'est déclarée. C'est fascinant de voir qu'à chaque fois qu'on va en Chine et quand on revient, les choses changent, mais de manière vraiment extraordinaire. En 2019, l'application WeChat est indispensable à tous les Chinois. Ils ont besoin de cette application-là dans tous les gestes de leur vie. Pour payer le train, pour acheter de la nourriture, pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, partout, partout, partout. Et c'est une application qui est simple. Elle authentifie un individu avec le QR code d'un service, comme on l'a connu pendant la pandémie. Donc, puisque les Français et pratiquement le monde occidental s'est déjà habitué avec le QR code, donc il suffit de remplacer la santé, le facteur sanitaire dans le QR code par un compte bancaire et l'identité numérique et le tour est joué. C'est aussi simple que ça. Si je comprends bien, le pass sanitaire et actuellement le pass vaccinal sont des expériences qui ont été faites pour familiariser les hommes avec le QR code en anticipation des cartes biométriques, de toutes ces identifications qui sont conçues au niveau de la carte bancaire, au niveau du compte bancaire, etc. On s'est entraîné avec la santé, ce qui est beaucoup plus important pour l'homme, mais demain, la chose deviendra cruciale, si je comprends bien. Mais alors, France, dans ce cas, ceux qui disent que le pass sanitaire et toutes ces histoires correspondent à la marque de la bête, la marque serait donc le QR code. Et voilà, ça pourrait être un QR code si on analyse la chose dans ce sens. Mais le QR code n'est pas quelque chose de nouveau, hein. Le QR code existe au moins 2 décennies. Et donc, c'est son utilisation qui est à chaque fois améliorée dans la société. Comme je le disais, en Chine, ils l'utilisent vraiment dans toutes les sauces. Pas seulement pour payer, mais aussi pour faire des échanges, etc., pour télécharger une application, etc. Ça existe même en France, hein. Vous pouvez voir des liens pour aller sur un site Internet, il y a un QR code, on flash le QR code. Moi, par exemple, pour avoir les menus. Voilà, dans mes déplacements professionnels, ma carte de visite est en forme de QR code. Donc, quand quelqu'un me demande ma carte de visite numérique, je lui présente un QR code, il scanne le QR code et tout de suite, il a mon numéro, mon nom. Si je comprends bien, nous avons déjà la marque et nous sommes tous marqués et nous allons continuer à être marqués. Mais la question, comment faire face au nouvel ordre mondial, c'est comment se démarquer justement de tout ce système qui embrigade les chrétiens, qui embrigaderait les enfants de Dieu, qui embrigaderait ceux qui veulent lui appartenir. Pasteur Pradel. La discussion est très intéressante et je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié la présentation de France. Et maintenant, c'est là qu'il faut une véritable réflexion et c'est ce que nous faisons, nous essayons en tout cas de faire. La monnaie numérique, l'identité numérique, tout cela va conduire beaucoup plus au contrôle, je dirais. Hein. Je ne dirais pas que c'est la marque, mais c'est le contrôle des individus dans leur fonctionnement. Et d'ailleurs, sans ces éléments-là, on va se retrouver un petit peu prisonnier de cette nouvelle ordre, d'accord, mondial. Et donc, celui qui ne rentre pas dans ce schéma-là va se retrouver dépourvu de tout. Dépourvu de tout. Est-ce que nous sommes pas face à l'interdiction ou à l'impossibilité, je dirais l'impossibilité d'acheter ou vendre à court ou moyen terme? C'est exactement ça. C'est exactement ce que je... Si le QR code existe déjà, ce que je viens de dire, je le souligne, ce n'est rien d'autre qu'une préparation, une anticipation d'une étape qui sera beaucoup plus cruciale puisque France nous a dit qu'on ne pourra plus avoir de compte en banque, on ne pourra plus avoir de monnaie papier, il faudra se plier à un dictat qui sera un dictat apparemment économique. Et la question que j'aimerais poser à France, mais aussi à Josué, quel rôle la technologie
jouera-t-elle dans le développement de la spiritualité dans le monde? C'est que la technologie, le progrès a toujours joué un rôle central dans l'humanité. À côté du progrès, il y a une bonne utilisation du progrès et une mauvaise utilisation du progrès. Donc, c'est l'utilisation qu'on en fait qui définit, par exemple, l'énergie nucléaire. Avec le nucléaire, on peut faire l'énergie, on peut faire la bombe. Donc, même si on peut critiquer l'énergie nucléaire, mais l'énergie nucléaire, l'électricité nucléaire est un usage pacifique, alors que la bombe nucléaire ne l'est pas du tout. D'accord? Le téléphone mobile, on peut l'utiliser pour faire de la lecture, pour lire des poésies. On peut aussi l'utiliser pour aller regarder des images qui sont prohibées. D'accord? Donc, est-ce que le téléphone qui est le support, est-ce que lui, il est mauvais? Non, c'est l'usage qu'on en fait qui peut être bon ou mauvais. Par exemple, avec le métavers, par exemple, on pourrait faire une exposition pour montrer des preuves archéologiques qui ont été trouvées pour que les gens se sentent plus proches de cette découverte-là. D'accord? Et aussi, avec le métavers, on peut y rester une semaine. Il y a par exemple au Japon, un père qui était dans le métavers, qui est resté je crois 2 jours, et son enfant, il a ignoré, c'était un bébé, et le bébé est décédé. Hein, il n'avait pas bu, il n'avait pas mangé, etc. Vous voyez, donc ce sont les dérives, il y a des dérives dans l'utilisation. Donc nous, tout ce que nous faisons, je crois que c'est Josh qui avait pris un exemple une fois, il disait que le couteau, on peut l'utiliser pour couper, pour faire de la cuisine, et pour faire du mal à quelqu'un. Donc, c'est l'usage qu'on en fait qui peut être sage ou non. Donc, c'est la sagesse qu'on mettra dans le progrès qui va justifier qui nous sommes. Le mauvais, il a toujours un mauvais usage des objets et des choses, et celui qui est bon, il pense toujours au bon usage des choses. Comprenons donc pourquoi il est fait appel à notre intelligence, appel à notre sagesse, à notre sens du discernement, parce que dans la réalité aujourd'hui, tout est marque de la bête, tout est considéré comme un élément totalement prophétique. Même le lidar qui est utilisé pour faire disparaître la mer et faire apparaître le fond de la mer ou de la forêt a permis de découvrir l'existence de cultures perdues ou enfouies sous la forêt, la canopée, etc. Donc, l'usage, effectivement, est quelque chose. Donc, comment faire face au nouvel ordre mondial? Il faut d'abord, à mon avis, étudier la météo biblique. Et je le dis parce que beaucoup de personnes pensent que la Bible ne sert à rien du tout, mais elle renferme un certain nombre d'indications qui, lorsqu'on les compare à ce qui se passe aujourd'hui, nous laissent comprendre que nous avons affaire à un bulletin météo qui est en train de se mettre en place et dont les effets vont se signaler et ensuite se montrer. Alors, Georges, je vais vers la conclusion parce que cela fait déjà 1h39 que nous sommes ensemble et nous pourrions rester encore toute la soirée, mais malheureusement, il faudra qu'on revienne la semaine prochaine. Il reste encore des questions à débattre. Mais alors, il y a une question qui a été juste suggérée par Dr Michel lorsqu'il a parlé de l'homme noir dans tout cet univers, puisque effectivement, le conflit en Ukraine est un conflit qui apparemment est entre les Russes et les Ukrainiens, entre les Russes qui prônent un certain ordre mondial, eux aussi, mais plus restreint pour l'instant, les néo-nazis qui sont installés à la tête du gouvernement ukrainien, ce qui fait dire à tous les économistes, à tous les historiens, à tous les observateurs de l'actualité, que Poutine est en train de lutter contre Davos et à travers ce conflit, il se met aussi en opposition à l'OTAN. Alors, évidemment, on pourrait aller encore plus loin dans l'histoire et la question que j'aimerais poser, sur laquelle j'aimerais que Georges donne son sentiment est
l'homme noir n'a pas eu besoin de la colonisation, des évangélisations, il n'a pas eu besoin des conquêtes, des découvertes européennes pour connaître Dieu qu'il connaissait déjà, mais cette connaissance aurait été perturbée par tous ces entrants qui font qu'aujourd'hui, l'homme africain, l'homme noir, n'apparaît pas dans tous ces conflits, mais reste quand même l'enjeu de tous ces conflits. Alors, comment peut-il se reconnecter à ce Dieu lorsqu'on utilise Deutéronome 28 pour parler de la malédiction qui tomberait sur les Noirs et qui est tombée sur les Noirs parce qu'ils ont abandonné leur spiritualité originelle. Je pense que France a un mot à dire là-dessus aussi, donc Josh et ensuite France. Oui, mais je pense que dans ta question, la réponse se trouve dans ta question. Il devrait forcément, alors quand on entend le discours de Léopold qui envoie les évêques conquérir le Congo qui lui avait été désigné comme sa part du butin, il dit très bien, vous n'avez pas besoin de leur apprendre, vous n'avez pas besoin de leur apprendre Dieu, ils connaissent Dieu, Nzambe. Aujourd'hui, ma question est de savoir comment on retrouve Tata Nzambe ou Nzambe. Alors ma question est de savoir, ce serait d'abord de comprendre comment est-ce que nous avons perdu notre connaissance de Dieu, de celui que nous connaissions, qui finalement, comme le dit Léopold, que nous connaissions déjà. Comment est-ce qu'ils ont procédé pour que nous perdions cette connaissance et finalement cette connexion? Et puis ensuite, forcément, c'est faire le chemin dans le sens inverse. Et c'est pour ça que le conseil biblique est retourner sur les anciens sentiers et demander pour s'informer quels étaient les anciens sentiers. Et le texte nous dit « et marchez-y ». Malheureusement, on connaît le verset, il dit « mais nous n'y marcherons pas ». Bon, libre à chacun, nous ne sommes pas objecteurs de conscience. Personnellement, ma démarche aujourd'hui, c'est de me replonger dans les langues bantoues, dans les langues africaines, pour pouvoir non seulement comprendre qui je suis ou qui nous sommes, enfin l'homme noir, enfin le conseil que je donnerais, c'est que l'homme noir devrait se replonger dans les langues africaines pour comprendre d'où il vient, qui il est, et donc forcément retrouver cette connexion avec le vrai Dieu. Alors d'abord, ça lui donnerait peut-être une indication sur sa propre identité, puisque comme tu l'as signalé si bien, Deutéronome 28 est certainement le texte, enfin les malédictions en tout cas, et le texte qui nous a remis sur l'idée que nous serions le peuple auquel est arrivé, donc qui a subi la malédiction des 400 ans, pendant 400 ans, 1619-2019, la fin des 4 siècles, parce que si on fait une étude suffisamment minutieuse, on s'apercevra que il n'y a pas eu 400 ans d'esclavage en Égypte, et ce n'étaient pas des esclaves, ils étaient en servitude. Ils étaient en servitude et pas en esclavage. 228 ans, exactement. D'accord. Ce qui fait une grande différence. Et donc, cette prophétie ne s'était jamais réalisée jusqu'à 1619. Donc, ça nous donne une indication sur qui nous sommes. Ensuite, revenir donc sur notre histoire et nous réapproprier notre histoire. C'est pour ça que je faisais ça tout à l'heure, mais en signe de taquinerie à France, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est de bonne guerre. Hein. En fait, si vous voulez, c'est de se dire que finalement, notre histoire est là, mais ils ont changé la perspective. C'est-à-dire qu'ils nous ont laissé croire que c'était l'histoire d'un autre peuple, de Locoderme, alors que c'est notre histoire. Notre histoire, elle est là. Et donc, se départir de cet instrument, de cet outil, c'est aller au suicide, se faire harakiri, à mon sens. Hein. Mais ça n'engage que moi. Et donc, on ferait bien de se repencher dedans, de se replonger et de l'étudier à nouveau avec la perspective à la fois des origines, de nos origines, et à la fois de l'identité hébraïque, ce que nous sommes. Et je pense que c'est notre seule sauvegarde, parce que c'est ce qui nous remettra en connexion avec le Créateur, qui est notre Dieu. Voilà. Alors, je signale qu'il y a eu utilisation de certains termes comme juif,
hébraïque, hébreu, israélite, etc. Je rappelle que la référence au terme juif, c'est une référence aux descendants de Japheth qui sont soit des Askénazes ou des Séfarades, alors que le terme hébreu se réfère au sémitisme, puisque Abraham est un fils de Sem à travers Héber, qui est son ancêtre. Et puis, nous avons l'autre expression, israélite, qui serait simplement une connexion directe à Jacob, qui va voir son nom changer en Jacob à Israël, alors que dans la réalité, les Juifs qui se disent Juifs et dont il est dit en Apocalypse 2 qu'il s'agit de ceux qui se disent Juifs et qui ne le sont pas, puisqu'ils sont la synagogue de Satan. Donc, il y a pas mal de choses à explorer, mais je n'ai pas entendu Franz. Alors, bien entendre. Juste une parenthèse, oui, une dernière, c'est, je ne serai pas long, c'est que finalement, si on observe un petit peu à l'aune des Écritures ce qui se passe, il ne faut pas oublier que toute cette partie de territoire ukrainien faisait partie de la Volga et donc était un territoire, le territoire des Khazars. Et en fait, leur guerre aujourd'hui, c'est pour se réapproprier ce territoire qui leur appartenait. Et finalement, il me semble en tout cas que ce n'est pas encore tout à fait visible, mais que toute cette articulation géopolitique n'aura pour but que de faire une chose, c'est d'assécher le fleuve de l'Euphrate pour préparer la voie à celui qui ne sera autre chose que l'Antéchrist. Bien, alors Franz, tu auras peut-être l'avant-dernier mot avant Pasteur Pradel. D'accord. Oui, mais moi, j'ai une approche plus rationnelle et plus scientifique des choses. Moi, les études que j'ai menées m'ont permis de constater que l'énergie créatrice est partout dans l'univers et qu'il n'y a pas 1 millimètre carré de l'univers qui peut se passer de cette énergie créatrice. Et partant de là, je pense qu'il est impossible de se déconnecter du divin, du créateur. Donc, on peut ne pas être en mesure de décrypter son message, de décrypter une éventuelle communication avec lui, mais on ne peut pas être déconnecté de lui sans être complètement inerte. Donc, c'est cette analyse-là que j'ai des choses. Et effectivement, si l'humanité a été créée en terre d'Afrique, nous sommes donc les premiers peuples à avoir connu la mort, à avoir connu la naissance, à avoir connu toutes ces choses-là, à nous être posé des questions sur nos origines, sur nos ancêtres primordiaux, et donc à considérer l'existence d'un créateur divin. Et donc, partant de là, nous devons donc nous demander, comme Georges le disait, comment se fait-il que nous ayons perdu toutes ces choses? Il y a un certain nombre de réponses historiques et scientifiques, hein, parce que nous savons comment est-ce que les colons ont procédé lorsque ils nous ont attrapés. Ils ont commencé par tuer tous les scientifiques et toutes les personnes qui étaient capables de transmettre l'histoire. Donc, à partir de là, et ils ont pris en otage le système éducatif. Et donc, ils ont élevé des enfants en introduisant dans la société leur propre doctrine, leur propre façon de voir le monde. Et à partir de là, nous avons tous été dupés. Donc, nous devons faire des recherches scientifiques pour donc redécouvrir tout ça, et linguistique, comme Josh le disait, mais pas que, mais aussi archéologique, et utiliser toute la panoplie que la science met à notre disposition pour redécouvrir notre histoire. Tout à fait, Franz, et nous avons été aussi les premiers à connaître la résurrection, puisque Lazare est un noir et Jésus lui-même n'était pas blanc. Alors, Pasteur Pradel, un mot de la fin. Le mot de la fin pour moi, c'est que le monde bouge aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe. Cependant, il nous faut avoir une connaissance, je dirais, pointue de la prophétie, parce que la Bible est là pour nous dire exactement comment les choses vont arriver. Maintenant, en nous appuyant sur ces prophéties, faire l'analyse de ce qui se passe autour de nous pour bien comprendre en fait les enjeux d'aujourd'hui. Alors donc, soyons donc des connaisseurs, je dirais,
de la prophétie et cela nous permettra certainement de mieux comprendre le contexte géopolitique, religieux, etc. Je me tourne vers Pasteur Auguste qui a assisté à notre émission, qui a participé. Je veux le remercier d'avoir été là et d'avoir très gentiment accepté de nous faire part de ses projets et aussi de sa lecture de l'actualité. Mais je vais vous poser une question. Comment a-t-il vécu cette première émission en direct en Guyane avec nous sur le plateau? Et quel serait son mot de conclusion à l'adresse des jeunes et de tous les internautes qui vont prendre le temps de voir cette vidéo et de découvrir ces différentes choses particulières? Alors, 2 ou 3 choses. Merci premièrement de m'avoir invité à participer à cette très, très, très belle émission. Je vais aussi, deuxièmement, très certainement modestement contribuer à ce qu'elle soit vue ou revue aux personnes qui travaillent avec moi et aux personnes qui réfléchissent aussi dans ce sens. Et troisièmement, rappeler qu'il est important, effectivement, de faire ces analyses, de faire ce type d'études, mais lorsqu'on s'adresse aux jeunes du 21e siècle, et là encore, j'insiste dessus, les études le montrent, il y a besoin d'expérimenter qui est Dieu. Et ça, le grand défi, c'est cela. Un pasteur rapidement disait une sœur disait à son pasteur, oui, je veux que mon enfant connaisse la Bible, connaisse bien la Bible. Le pasteur lui a répondu, écoute, l'aider à connaître la Bible, c'est une chose, mais moi, ma mission, quelque part vis-à-vis de votre enfant, serait de l'aider à rencontrer Dieu. Et cette rencontre passe par l'étude de la Bible, certes, mais passe aussi par des projets pratiques où l'enfant et le jeune seraient amenés à aider l'autre, à apporter un soutien à l'autre et à voir Dieu se révéler dans les actions qu'il mène, ces actions pertinentes. Donc, c'est ça le grand défi. Et encore merci d'avoir permis de vivre cette expérience et je souhaite que ce ne sera pas la dernière. Merci, Pasteur Auguste. Nous avons été honorés de ta présence et nous espérons que tu es prêt à refaire cette expérience avec nous une prochaine fois. Avec plaisir. Alors, je rappelle que le thème de notre émission aujourd'hui était « Comment faire face au nouvel ordre mondial ?» et quelque chose me dit, pas mon petit doigt, mais je suis à peu près sûr que la semaine prochaine, nous allons aborder des aspects spirituels beaucoup plus concentrés sur la relation qui existe entre le nouvel ordre mondial à venir. Nous allons parler de l'ordre mondial actuel et nous allons essayer avec Josh, qui nous fera une présentation, de voir dans quelle mesure nous sommes environnés, captifs du temps tel qu'il se présente et comment nous devrions l'aborder. Alors, je veux saluer tous ceux qui ont pris part à cette émission, Pasteur Auguste, Pasteur Pradel, Josué, j'allais dire Pasteur France, mais France Jusmé, merci, Docteur Louis Sius, et à vous tous internautes sur Zoom et sur YouTube, je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, nous allons encore parler du nouvel ordre mondial, mais comme je l'ai dit, avec toutes ces conséquences et toutes ces menaces sur le plan de la spiritualité, sur le plan de la relation avec le grand génie créateur que nous appelons Dieu. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à jeudi prochain.